Bonsoir à tous. Exercice difficile, vous l'admettrez, de succéder à Philippe Mérieux, à Pierre de Lion, et de commenter modestement leurs propos, exercice difficile. Je vais vous proposer donc de nous replonger dans les réalités et d'essayer de réfléchir à tout ce qu'ont dit Philippe et Pierre pour éclairer vous-même, comme pédagogue, vous-même cette démarche, vous-même les problèmes des réalités du terrain. Je veux parler de ce que moi j'ai découvert en parcourant comme ancien inspecteur, retraité, comme pédagogue, comme militant de la Ligue de l'enseignement et du CAP, en parcourant le terrain, en étant invité ici et là dans les deux départements par des communes, par des regroupements de communes, etc., par des parents d'élèves, par des syndicats, pour engager une réflexion collective sur la mise en œuvre de la refondation. Et donc j'ai beaucoup voyagé dans les deux départements, je continue à le faire, et je suis très préoccupé. Je vais vous faire part de quelques préoccupations et de très synthétiquement et de quelques réflexions qui méritent d'être croisées avec tout ce qu'ont dit Philippe Mérieux et Pierre de Lion. La première de mes réflexions, elles tourneront autour de deux mots, Sylvain. Comme ça, tu vas rattraper, respecter le sujet autour des mots titres, la coopération et les apprentissages. Coopérer, je veux dire qu'une de mes préoccupations en observant ce qui se passe sur le terrain, c'est le problème, j'en ai parlé aussi longuement avec Philippe Mérieux hier, coopérer, mais pourquoi? Pourquoi en deux mots? Et on ne se pose pas vraiment la question. Dans tout ce que je peux voir et dans tout ce que je peux participer de Valenciennes à Boulogne, la question du pourquoi arrive assez peu. Elle paraît une évidence, et comme une évidence, donc on n'en parle pas. C'est un vieux problème, celui-là. Le pourquoi, Philippe l'évoquait avec son talent, c'est le problème des finalités. Mais qui en parle? On remplit des cases déjà, on propose des programmes d'activité, on impose déjà de penser à l'évaluation, évidemment, hein, on est encore sous ce règne de l'évaluationnite catastrophique, mais en quoi se met-on d'accord sur les finalités? C'est un vieux problème. Quand j'étais inspecteur en activité, ça m'arrivait souvent de demander aux enseignants, dans votre leçon sur l'adjectif qualificatif qui était tout à fait remarquable et qui méritera, Philippe, une excellente note, parce que sinon ça va mal se passer, en quoi avez-vous construit le citoyen de demain? En quoi avez-vous contribué à développer l'intelligence? En quoi avez-vous permis de construire de la pensée, de l'émancipation, du développement, de l'épanouissement? Comment vous avez fait? Dans votre magnifique leçon sur le Moyen-Âge ou sur le château féodal, comment vous avez fait pour développer l'intelligence? Et ces questions-là, on ne se les pose pas. Il m'est arrivé souvent, quand j'étais en activité aussi, de poser la question autour du projet d'école. Mais qu'est-ce que ça veut dire le projet d'école si on n'est pas tous d'accord, mais vraiment d'accord, sur un minimum de finalités, d'objectifs généraux partagés et les finalités comme les a définies Philippe Mérieux, autour de la pensée, autour de l'émancipation, autour du développement du citoyen. Souvent, je provoquais les publics d'enseignants en disant « Écoutez, projet d'école, vous me faites rigoler. Si les enseignants eux-mêmes ne se mettent pas d'accord pour tous dire bonjour aux élèves, pour ne pas interrompre les élèves, pour les laisser parler, pour les faire parler entre eux, plutôt que de répondre systématiquement lui, projet d'école, qu'est-ce que ça veut dire? Si on n'est pas d'accord sur un certain nombre de comportements, de respect des valeurs, d'ambition collective partagée. Si on ne s'excuse pas quand on est en retard, mais qu'on punit le gamin parce qu'il a 5 minutes de retard, si on ne s'excuse pas quand on a rendu une copie dans le second degré 3 semaines en retard par rapport à la date prévue, mais que quand le gamin, lui, rend sa copie le lendemain, il se fait coller, si on ne se met pas d'accord là-dessus, que veut dire le projet? Et donc je souhaite vraiment que partout, dans les communes, dans les écoles, dans les établissements, on est en train de construire quelque chose autour de la refondation, on se mobilise d'abord sur la recherche d'un accord sur des finalités, sur des grands objectifs transversaux, sinon ça n'a pas de sens. Les dangers de l'absence de ce débat, je prône même qu'on est au-delà des projets de la paperasse qui envahit tous les établissements et toutes les collectivités, on se fabrique non pas
imposée par le ministère et qui dégringole dans la pyramide jusqu'en bas, mais à partir de la base, l'élaboration d'une charte entre nous, entre les acteurs du terrain, de l'école et les autres, sur les grands enjeux et sur les grands objectifs de l'action que l'on conduit. Parce qu'il faut le savoir, nous sommes là, dans ce que je vois un peu partout, déjà bien engagés dans ce danger de cloisonnement, de juxtaposition, de superposition, sans objectif commun, sans partage d'une grande ambition. Et cela m'inquiète beaucoup, parce que je pense que si la loi de 89, qui était une belle loi, historique, plaçant l'élève au centre du système plutôt que l'enseignant et ses savoirs à transférer, si elle a échoué, si elle a été abandonnée, l'une des raisons, c'est que dans les contrats éducatifs locaux, par exemple, était l'anticipation peut-être des projets d'aujourd'hui, on a juxtaposé l'école et le hors-école. À l'intérieur de l'école, évidemment, et on va continuer d'ailleurs, je crois bien, on va continuer à juxtaposer les disciplines scolaires avec leurs programmes scolaires. Et donc, à force de juxtaposer et de hiérarchiser, forcément, quand on juxtapose, à force d'oublier la nécessité de coopérer pour définir des objectifs communs et des types de comportements communs, ou harmoniser ces types de comportements, on risque fort, Marie-Christine Blandin l'évoquait ce matin d'ailleurs, de rater la refondation parce qu'on sera passé à côté des choses les plus importantes qui sont liées à la vie de l'enfant, non seulement à l'école, mais hors de l'école. Cette hiérarchisation, actuellement j'observe, ici et là, qu'on conduit encore à juxtaposer l'école et hors l'école, et en hiérarchisant les deux. Le plus important, c'est l'école, évidemment. Et le hors l'école, c'est secondaire, c'est le plus. C'est permettre aux enfants de se distraire, qu'ils soient moins fatigués sur la journée, etc., etc. Mais ce n'est pas quelque chose qui contribue à un projet réellement commun. Je souhaiterais que dans notre région, avec l'aide du CAP, et nous serons à votre disposition les uns et les autres pour vous aider à cette réflexion-là, on n'oublie jamais dans l'élaboration des projets que l'essentiel, c'est coopérer, oui, comment Philippe l'a remarquablement décrit, mais surtout, très vite, pourquoi? Pourquoi faire? Pourquoi? C'est pareil. Rappelez-vous que on est toujours là actuellement, encore, sur l'opposition entre les animations scolaires et les enseignants. J'ai fait, à la demande de Martine Aubry, une réunion des éducateurs professionnels, une centaine à la MEP, pour expliquer un peu ça. Il faut savoir qu'à la sortie, je n'en ai pas parlé, il y a eu plusieurs éducateurs, formateurs, animateurs qui m'ont interpellé en me disant « Ah non, 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 nous on n'est pas d'accord avec vous. Hein. Moi je suis musicien et je ferai de la musique et il ne faut pas m'emmerder avec les finalités. Hein. Moi je fais des arts plastiques, je fais des arts plastiques, il ne faut pas m'emmerder avec ça. Mais si nous construisons et rigidifions encore ce type de sectorisation et de juxtaposition, mesdames et messieurs, malgré tous vos efforts, il n'y aura pas de refondation. L'opposition, savoir et technique et construction des compétences, je sais que le mot compétence est gênant, moi je l'appelle surtout, la compétence c'est pas les accords de Lisbonne et c'est pas le patronat, pour moi la compétence c'est le rapport entre l'enfant et les savoirs. L'adjectif qualificatif, je m'en fous, de toute façon ça ne sert à rien de savoir, l'essentiel c'est de savoir parler. Et donc l'apprentissage de la parole et de l'expression, comment je fais? Et l'opposition entre les cours de grammaire selon une logique disciplinaire rigide et l'apprentissage de la parole, elle peut être partagée aussi entre le scolaire et le non scolaire sans que l'école fasse le boulot, sans que le non scolaire fasse le boulot de l'école à sa place. Et il faut être très attentif à ça. Réunion sur ce sujet-là dans l'Académie de Lille, ici et là, avec des enseignants. Cas inverse. Les enseignants me disent... La collectivité, c'est vrai pas loin de Toué, c'est vrai ici et là, la collectivité, elle veut centrer son investissement sur le renforcement des apprentissages scolaires. Ah ouais? Alors les enseignants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous voyez, si on ne réussit pas à se mettre d'accord sur ces choses-là, sur une coopération sur des objectifs communs,
on va dans le mur. Quelle réponse pour aller vite, Sylvain? Quelle réponse? Il y en a deux pour moi là, sur lesquelles il faut se battre tous autant que nous sommes. Premièrement, le projet éducatif de territoire, à la condition qu'il soit un vrai projet, avec une éthique commune, avec un projet, avec un préambule, une charte commune, avec un engagement commun sur des valeurs et sur des finalités. Parce que c'est l'outil qui doit permettre une réelle transformation des pratiques. On y peut y trouver les leviers qui nous permettront de décloisonner, d'éviter les juxtapositions rigides et de faire en sorte que les gens travaillent ensemble en se disant que tous contribuent à l'éducation des enfants avec des compétences spécifiques différentes, avec leurs particularités et leur dignité, mais que tous contribuent au même objectif, c'est-à-dire l'enfant au centre du système, son développement et sa réussite, pas seulement sa réussite scolaire. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs sa réussite scolaire? Mais sa réussite personnelle, qu'il soit épanoui pour lui-même et épanoui comme individu et comme personne, mais épanoui comme être social, travaillant avec d'autres, vivant avec d'autres, enfants, d'autres enfants et d'autres adultes. Le deuxième levier, je me dépêche, le deuxième levier, point qui me paraît crucial, c'est la formation. Je profite que le président, le directeur de l'ESP est là pour insister, pas grossièrement, mais fortement sur ce point. Si nous ratons, si nous refaisons la même chose que nous avons fait jusqu'alors, monsieur le directeur, monsieur le président, nous allons dans le mur. Si nous refaisons la même chose en essayant de l'améliorer, nous allons dans le mur. Nous ne refondrons pas l'école en améliorant seulement ce que nous étions déjà capables de faire ou de rater. Il faut que l'on transforme fondamentalement cette formation et qu'on associe à la formation des enseignants tout ce qui compte dans le paysage éducatif et qu'on permette aux différents éducateurs, aux différents acteurs de l'éducation de se rencontrer, de travailler ensemble, etc. Si on fait la mastérisation plus, si on fait semblant de croire qu'on est capable, en faisant maths à bac plus 4, de faire en même temps des sciences de l'éduc, ce que j'ai pas encore vu beaucoup, jamais même pratiquement, de faire en même temps de la pédagogie et de l'apprentissage des compétences professionnelles, on va dans le mur. Nous devons nous battre, nous allons nous battre avec le CAP pour que nos organisations dans l'Académie de Lille, nous en avons déjà parlé avec le recteur, nous vous en reparlerons bientôt, même si je sais qu'il y a urgence et qu'il est peut-être déjà trop tard, nous en reparlerons parce que ça me paraît être vraiment, pour notre Académie en tout cas, et pour ce que j'en connais, un point vraiment essentiel. Coopération. Je vais vite pour laisser la parole à mon ami Eric. Apprentissage, rapidement. Se rappeler, beaucoup de choses ont été dites là-dessus, qu'on n'apprend pas seul, mais on apprend ensemble. Se rappeler qu'on n'apprend pas qu'à l'école, mais qu'on apprend hors de l'école. Et qu'il n'y a pas de hiérarchie dans ces apprentissages-là. S'il y a de la hiérarchie, il y a forcément du mépris. Je veux insister sur ce point par rapport aux parents, par rapport aux uns et aux autres, par rapport aux interlocuteurs et par rapport aux enfants eux-mêmes. Il faut savoir que l'une des causes majeures de l'échec scolaire et de l'échec de l'enfant, du coup, c'est la non prise en compte de ce qu'il sait hors de l'école. J'explique souvent ce problème dans les conférences. Alors c'est quelque chose de difficile, mais si on prend toujours l'enfant comme du temps de Guizot, comme une table rase sur laquelle on va apporter de la grammaire, de la conjugaison et puis le château féodal, alors on ne prend pas en compte ce qu'il sait déjà et on ne prend pas en compte un principe fondamental qui est que l'on ne peut vraiment apprendre, non pas seulement en écoutant, mais qu'on ne peut apprendre qu'à partir de ce que l'on sait déjà. Philippe l'évoquait d'ailleurs d'une certaine manière, de façon pédagogique. On n'apprend que par rapport à ce que l'on sait déjà, que l'on va reconstruire dans des démarches de réflexion, d'opposition, d'analyse, d'isolement d'un paramètre, de fonctionnement d'un système, etc. Mais si on n'apprend qu'en recevant, et longtemps que beaucoup de philosophes et de pédagogues l'ont dit, on ne pourra pas réussir.
Et alors, pourquoi c'est un problème par rapport au développement des inégalités dont on ne cesse de constater, y compris à travers les résultats de l'évaluation PISA, c'est que l'école a une forme de mépris historique, hein, ce n'est pas le procès des enseignants que je fais, vous le savez bien, historique pour les savoirs qui ne sont pas ceux de l'école. D'ailleurs, combien de fois je dis à des profs réagissent dans les salles quand j'explique que les gosses savent énormément de choses hors de l'école, bien plus que du temps où moi j'étais enfant, infiniment plus, et ils me disent « ouais, mais tout ça, vous savez bien, c'est pas des savoirs, ça, c'est de l'information ». Et si vous saviez, quand on regarde nos gamins, nos enfants et nos petits-enfants, à quel point ils sont capables de se mobiliser sur des domaines et à quel point ils sont capables d'approfondir et d'accumuler leur propre savoir sur des disciplines qui n'existent pas dans les programmes scolaires et qui les passionnent et qui leur permettent de développer leur intelligence et même d'exister simplement, d'exister, alors on ne réussira pas. Il faut qu'on prenne en compte, y compris dans la formation, cette exigence de prendre l'enfant tel qu'il est avec ses savoirs et de prendre les parents aussi tels qu'ils sont, avec leurs difficultés, avec leurs savoirs, en les respectant. Bref, il faut qu'on change vraiment fondamentalement les choses. Refondation, c'est pas améliorer l'existant, c'est pas refaire ce qui a été supprimé pour le faire mieux. Refonder l'école, c'est changer ses fondations, c'est changer son fonctionnement, c'est mobiliser toute une nation, toute une collectivité, tout l'ensemble de territoires pour que tous les éducateurs et tous les acteurs du système éducatif de près ou de loin jouent pleinement leur rôle dans le respect de chacun. L'objectif final étant de donner, Philippe l'a évoqué aussi, du plaisir aux uns et aux autres, du plaisir à ceux qui enseignent, du plaisir aux animateurs et surtout du plaisir aux enfants d'aller à l'école et dans les activités proches de l'école.